JLM versus Frédéric Lordon. Je ne sais pas si vous avez vu le combat du siècle. JLM versus Frédéric Lordon. Ça s'est passé sur hors-série. Alors, on va parler de tout ça avec Chris. Savoir qui a gagné. Est-ce qu'il y a une victoire par KO? Est-ce qu'il y a une victoire par point? Chris, comment ça va? Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis prêt. Effectivement, quand on a vu le combat, tu vois, c'est lequel les combats qu'on attend maintenant? Fury, Joshua, ou moi je me rappelle de Fury Wilder ou Fury, c'est quoi? Usyk, là, voilà, donc c'est vraiment Je des sais pas, grands. j'ai toujours l'impression que c'est les trois mêmes mecs qui dominent depuis 15 ans en fait la catégorie poids lourd. Donc, Ah, c'est une catégorie qui essaye de revenir sur le devant de la scène. C'est intéressant ça parce que du coup, la comparaison est pas si mal. Le monde du poids lourd, après l'époque Tyson, était un petit peu vu comme un peu perdu, un peu fini, quoi. Et c'est un peu la même chose sur la politique et la théorie. Tu sais, il y a eu une grande époque des politiciens qui faisaient de la théorie avec, tu vois, des grands intellectuels. Bah là, on a quand même un grand stratège politique, une grande incarnation politique qui discute avec un intellectuel renommé, voilà, je sais. c'est ton Euh, passif avec Frédéric Lordon. non, mais enfin, si, un intellectuel important, en tout cas, voilà. En fait, il faudrait voir ce qui restera de concept de Frédéric Lordon dans le futur. Je suis pas sûr qu'il en reste tant que ça. Mais en tout cas, un intellectuel important de l'époque. Et donc, effectivement, quand on a vu l'affiche, quoi, on s'est dit, le truc vaut le coup, quoi. Tu vois, donc bien joué hors série, le Don King là, de l'époque, quoi. Est-ce que effectivement le combat était à la hauteur de nos attentes? Je suis d'accord. Est-ce que c'était un combat finalement? Non, c'était pas forcément un C'était combat, les pas. gens y allaient pas pour ça, et en même temps c'est peut-être pas plus mal, parce qu'en C'était plus c'est ça. des gens qui jouent peut-être pas dans la même catégorie quand même. Frédéric Lordon est très connu, hein, mais Jean-Luc Mélenchon c'est peut-être le personnage politique de gauche le plus connu et important du XXIe siècle. Donc c'est quand même pas exactement la même chose, et puis en plus de ça il y en a un qui est plus un homme politique et l'autre qui est plus un théoricien. Et donc est-ce que ça a du sens vraiment de les opposer? Je sais pas quoi. Moi, comme on va pas faire l'analyse de toute la vidéo, parce qu'on va peut-être en dire un mot quand même, elle est extrêmement empêchée d'être vue de manière grand public. C'est un peu l'erreur d'ailleurs d'hors-série là-dessus. Un peu vraiment un modèle là, on fait un contenu payant, faut absolument payer pour le voir. C'est vraiment des visions du contenu de gauche, de médias alternatifs, vraiment, mais datés d'il y a 15 ans. Enfin, j'ai vu des arguments. J'ai vraiment l'impression d'avoir des gens qui nous racontaient, tu sais, comme à la fin des années 2000, là, tu sais, avec l'iPod, iTunes. Ah oui, le téléchargement illégal, la musique gratuite va tuer l'industrie du disque, en fait. 25 ans après, on se rend compte que les nouvelles générations n'ont jamais consommé autant de musique, il n'y a jamais autant de musique indé, etc. Parce qu'en fait, ça donne un accès culturel de dingo. Enfin, je veux dire, avec Spotify, avec les comptes aujourd'hui, pour 9 euros, vous pouvez avoir une culture musicale que aucun individu n'a pu avoir dans son histoire. Imaginez le nombre d'albums que vous avez sur votre Spotify pour 9 euros et dites-vous que enfin, pour 9 euros, c'est quasiment gratuit. Dites-vous si vous deviez avoir 1000, 1200 albums, 1500 albums dans d'autres époques. Moi, à l'époque j'ai connu le CD, tu vois. J'ai connu le mini-disque, tu vois, c'était avant le MP3. Mais je pense à mon père qui avait des vinyles, etc. Mais les gens qui avaient 1000 vinyles chez eux, c'était des gens qui étaient forcément riches, quoi. Donc ça me fait vraiment penser à ça, de faire croire qu'en fait, on peut pas vivre de ça. En fait, ce que critique Chris, c'est même pas tant, c'est pas juste hors série. En fait, si vous voulez, il faut payer pour voir leurs vidéos. C'est qu'il y a eu tout un débat sur Twitter, notamment parce que hors série a striké des créateurs de contenu qui ont fait des réacts à leurs vidéos avec des arguments un peu moyens, en mode vous faites du beurre sur notre dos, nous on mendie pas des dons, des trucs comme ça. T'es là, déjà calmez-vous un petit peu entre personnes de gauche, et surtout, ben, moi je pense réellement, si on veut mettre en avant, en fait, si on veut, on rentre dans la course à la présidentielle, machin, on fait un gros contenu avec Lordon et JLM, c'est quand même cool que tout le monde puisse le voir que des gens rentrent dans le truc par un react. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont pas forcément connaître hors série, notamment aussi parce que, ce truc un peu de faire payer, qui va peut-être plaire à des gens, soit un peu plus âgés, soit un peu plus universitaires et tout, qui se disent, voilà, c'est un peu comme les gens qui sont contre Wikipédia. À un moment donné, les profs étaient beaucoup là-dedans, c'est en mode, non mais Wikipédia, c'est un truc gratuit, tout le monde peut mettre Mm. n'importe quoi. Bah là, il y a ce côté un peu, c'est payant, donc ce serait d'une qualité un peu supérieure ou des choses comme ça. Et donc du coup, bah, ça attire aussi les classes supérieures quand tu fais ça. C'est pas juste la qualité qui se prétend supérieure, c'est le public qui devient de classe supérieure, tu vois. Et Exactement. en tout cas, une espèce d'aristocratie intellectuelle, de petits clercs qui, eux, ont accès, qui sont abonnés au Monde Diplo, qui sont abonnés à, je sais pas, à Mediapart et qui payent des trucs, tu vois. Et le fait de faire ça, de manière générale, moi, ça me gêne pas, je m'en fous, en fait, ils font ce qu'ils veulent. Quand tu fais quelque chose qui pourrait rentrer le début de la présidentielle, tu vois, dans quelle stratégie va avoir Mélenchon et tout, quelque chose qui pourrait faire
pas, des 400, 500, 1 million de vues. Enfin, tu pourrais avoir un contenu à 1 million de vues là-dessus, tu vois. Mmh. Je trouve ça dommage. Largement. Et en plus, même du point de vue boutiquier, je trouve ça un peu bête parce que. Et si tu fais 1 million de vues et que tu dis aux gens, bah, par contre, s'il vous plaît, hors série, on a besoin, voilà, quand même de fonctionner. Mais je suis sûr que les gens, ils se seraient abonnés aussi. En fait, je pense qu'il y aurait eu autant d'abonnements, voire Bien plus sûr. si tu mettais des dons. Les gens, ils auraient peut-être donné 20 balles au lieu de 3 balles ou des choses comme ça. Il y aurait eu une renommée pour hors série parce que les gens se seront dit, ah, c'est quoi ce média, je le connais pas, machin. Ils ont reçu Mélenchon et Lordon, je vais m'abonner, ça va être cool. Et tu dis, bah, exceptionnellement, comme c'est un contenu qui peut jouer un petit peu une carte dans le monde politique et être important pour la gauche, on le met gratuit, mais d'habitude on n'est pas gratuit, donc s'il vous plaît, aidez-nous. Je pense sincèrement que c'était un meilleur coup, même d'un point de vue boutiquier, tu vois. Le boutiquier intelligent aurait eu fait ça. Tu sais, c'est comme le gars qui te fait goûter un peu un bout de saucisson sur le marché, tu vois. T'achètes son saucisson après quand tu le trouves bon, tu vois. Là, C'est ça. il y avait ce côté-là, quoi. Et t'as même des gens qui achètent le saucisson même s'ils le trouvent pas bon, mais parce que bon, le gars il me l'a fait Exactement. gratos, tu vois. Mais oui, oui, donc je le trouve ridicule. Faut qu'on sorte de ça. C'est aussi pour ça que nous, on fera jamais ça et qu'on est sorti un peu de cet univers-là et qu'on fait du YouTube de masse en série. Nous, c'est pas On est hors pas série. sorti, moi j'ai jamais fait rien fait de payant Non, non, mais sur tu sais, Internet. ouais, ouais, non, mais le Twitch avait quand même un accès un peu, tu sais, c'est pas payant effectivement pour le contenu, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est un truc très. Tu crées une petite communauté qui paye beaucoup, tu vois ce que je veux dire, c'est pas un Ah, ça, c'est une accès autre face de la facile, même quoi. pièce. T'as le côté Ouais, hors série, c'est exactement. plus, ça se veut, voilà, un peu média à l'ancienne. Le média doit être payant parce que blabla. Et Twitch, c'est un peu différent. C'est plus truc un peu d'influenceur ou un peu comme tu peux avoir même sur des plateformes de créateurs de contenu qui font payer du contenu. Je sais pas, je pense à Patreon par exemple, du contenu spécifique pour les abonnés. Bah là, comme tu parles avec la personne, bah, il peut t'amener à donner quoi. C'est plus ouais, une start-up, on va dire. C'est ça. C'est plus moderne, on va dire, comme type Mais tu de vois, c'est média, des, mais c'est aussi une boutiquerie. je fais le rapprochement, je trouve que c'est des univers très spécifiques. Tu vois, c'est des univers très un peu, tu sais, qui restent entre eux, tu vois. Et je trouve que, bah, tu l'as bien dit tout à l'heure, à 1 an d'une élection présidentielle, on a envie de diffuser le truc en masse, quoi. C'est-à-dire qu'on a envie que ça touche le maximum de personnes, exactement comme je parlais tout à l'heure de la production culturelle, le téléchargement illégal, à créer de la cinéphilie, à créer de la culture musicale, tu vois. Et là, c'est pareil, il faut qu'on crée de la culture politique dans les masses, quoi. Donc vraiment, je trouve que c'est ridicule, c'est très boutiquier. En plus, c'est ironique parce que du coup, à la fin, on a tout le délire de l'anti-GAFAM, les plateformes sur lesquelles, dans le débat, vous verrez, si vous le voyez en entier, Lordon et Mélenchon parlent genre « Ah, mais en fait, ils nous contrôlent, c'est eux qui ont les mains ». Et à la fin, on a la personne qui organise le débat qui appelle la police YouTube pour striker des trucs, tu vois. Enfin, c'est vraiment le pire truc du monde, quoi, tu vois. C'est demander aux GAFAM de C'est la respecter... loi privée des GAFAM. C'est C'est le ça, truc le pire. C'est pas la loi commune, la loi, je sais pas, française, donc qui peut être critiquable. Tu vois, c'est la loi privée des GAFAM contre c'est lequel ça. tu ne peux pas faire de recours parce que tu es en France. Putain, un petit créateur de contenu, tout le monde s'en fout, tu vois, de ton recours. Et ouais, c'est vrai que c'est quand C'est même. ridicule, quoi, tu vois, et faire croire qu'en plus c'est de l'exploitation alors qu'en fait ça met en avant le contenu. J'aimerais savoir qui est mort aujourd'hui d'avoir créé des bons contenus à gauche parce qu'ils n'ont pas fait payer, tu vois. C'est faux. Alors après, on peut se targuer de oui, mais nous, on n'est pas obligé d'avoir de la pub YouTube des GAFAM. Oui, bah si c'est pour à la fin faire en sorte que tes produits soient pas sur YouTube et d'appeler la police des GAFAM, c'est ridicule, quoi. Voilà. Donc c'est une petite parenthèse. Mais vraiment, c'est important de le nommer parce que pour moi, c'est une vieille période de la pensée, de la fabrication de contenu culturel et politique, et plutôt de contenu politique, qui sont très entre soi, qui sont très à un accès spécifique à des gens, à une certaine population, et dont il faut sortir absolument, quoi. Mais moi, je vais un peu défendre hors série. En fait, je vais dire un truc, c'est que c'est vrai que inviter Mélenchon, Lordon, poser une caméra, un décor propre, faire du montage, avoir préparé, c'est beaucoup plus dur que de faire un react, la main dans le slip, à ce contenu-là. Et pourtant, bah, la personne qui fait ce react quand elle est sur Twitch, qui a fait payer des dons et tout, elle va se faire potentiellement plus d'argent que ce qu'il y aurait comme argent à se faire en revenus publicitaires sur YouTube ou des choses comme ça. Et donc, je pense qu'en série, ils se disent on va faire payer du coup. Et en fait, ce qu'ils ne voient pas, je pense, c'est que le problème, c'est pas de dire ah bah lui il fait du React, moi je fais ça, et puis moi c'est plus dur, et du coup bah moi je fais payer, machin, et puis je l'empêche de faire du React. C'est qu'il faut penser une sortie de la concurrence entre les médias de gauche. Et ça, c'est ce qu'on a toujours porté Ouais. depuis le début. Ce qu'on essaie de faire aussi pour nous, et les entretiens on ne veut plus, c'est des entretiens qui sont beaucoup moins rentables, on va dire, qu'une vidéo sur la Pas du Team. Pourquoi ? Parce qu'une vidéo sur la Pas du Team, on est chez nous, Chris et moi, on se trouve 1 heure, on enregistre la vidéo avec OBS et nos caméras, et puis après, bon, il y a du montage.
Mais c'est beaucoup plus facile à faire que d'aller dans un studio, de poser une caméra, de faire venir d'autres intervenants, donc de payer un billet de train, voire de payer un hôtel. Et puis après, de devoir avoir un cadreur, devoir avoir du montage, des choses comme ça. C'est plus compliqué. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est que le fait de pouvoir avoir des choses qui sont un peu plus rentables, comme par exemple la Bad Team, ça permet après de faire ces choses-là. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas en concurrence avec On ne veut plus. Donc on a une chaîne où on fait des entretiens et une chaîne où on peut réacter à des entretiens. Et la réalité, ce qu'on devrait penser, c'est comment est-ce qu'on fait pour que Hors-Série, par exemple, soit peut-être en partie financé par des activités d'autres créateurs de contenu, tu vois, qui font du React ou des choses comme ça, qui est plus lucratif, un peu moins compliqué, tu vois, et de se mettre ensemble. La problématique, c'est que ça, c'est impossible. Pourquoi ? Parce que tous ces trucs-là sont des boutiques et qu'ils ont du mal à se mettre autour d'une table et à en parler. Nous, on avait fait, tu sais, cet événement que vous pouvez aller voir sur ma chaîne personnelle. On rencontre Bernard Friot, on collectivise les médias avec Bernard Friot. On était allé à quelque chose où il y avait plusieurs médias pour parler de sécurité sociale des médias. Et moi, je me souviens, il y avait Hors-Série là-bas. Hors-Série était plutôt sur des positions un petit peu plus corporatistes. Voilà, il y a les journalistes, c'est un vrai travail, tout travail mérite salaire, blabla. Et le truc, c'est que quand tu rentres dans ces logiques-là, qui sont des logiques de petite propriété privée, t'arrives jamais en fait à effacer ton intérêt personnel de petit propriétaire derrière quelque chose de collectif. Et donc, tu n'arrives jamais à la fonder, cette sécurité sociale des médias, avec des visions du monde comme ça. Mais c'est pour ça que dans l'histoire, en fait, on n'a jamais réussi à fonder un truc collectif à partir de petits artisans privés qui étaient en concurrence, parce que ces gens-là sont en concurrence, tu vois. C'est quand le prolétariat est né, c'est-à-dire que des gens qui étaient des salariés, qui étaient parfois même des tâcherons ou des choses comme ça, tu vois, mais qui avaient le même rapport de production, qui étaient les uns à côté des autres, parfois qu'on mettait en concurrence, mais en réalité qui n'étaient pas directement en concurrence sur le marché capitaliste, qui n'étaient pas propriétaires d'une entreprise, on va dire, qui doit vendre des marchandises pour survivre par rapport aux autres, que ces gens-là ont réussi à faire syndicat, puis à faire la sécurité sociale, et puis à faire du commun, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important à penser, parce que sinon, on va continuer dans ces guerres à la con entre personnes qui sont censées être des créateurs de contenu de gauche. Bref, ça fait 15 minutes qu'on parle de ça, ça fait peut-être un peu long, mais je trouve ça intéressant quand même. C'est intéressant parce qu'en plus, c'est vraiment pour le coup, il y a un fond avec les réseaux. Pour eux, en fait, si tu veux, ils se voient en dehors des réseaux, de YouTube, de GAFAM, tu vois ce que je veux dire, qui sont pour moi une voie de connexion hallucinante entre des gens qui veulent du contenu sans payer, tout en choisissant, tout en pouvant se cultiver et tout. Et eux, ils veulent vendre une marchandise dans leur propre réseau. Donc, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas emprunter cette route-là, avec ces conditions, effectivement, de pub et tout. C'est fond du fond, parce que quand Mélenchon parle des réseaux, c'est ce qu'on va critiquer chez lui, il ne comprend pas qu'en fait, la puissance, que ce soit des capitalistes ou à tout moment dans l'histoire, contrôler les réseaux, ça a toujours été le point de contrôle de tous les gens qui avaient des moyens de production. Pourquoi ? Parce que souvent, ça a été soit des choses privées, non interconnectées par l'État, et puis en plus, ça a été étatisé. Un exemple absolu, c'est quand la Bretagne a été rattachée à la France, ils avaient des routes gratuites en Bretagne, mais pas en France. Et donc, il y a eu un accord là-dessus pour que les routes restent gratuites en Bretagne. Voilà. C'est pour ça que vous n'avez pas d'autoroute en Bretagne. Bon, les routes sont un peu dégueu par contre. Mais voilà. Mais c'est très intéressant parce qu'ils ne comprennent pas que, en fait, le réseau comme bien public, ça a toujours été un combat. C'est pas un combat spécifiquement aujourd'hui d'un mode de production, c'est le combat de tous les modes de production. C'est le combat des états généraux, c'est le combat des routes gratuites pendant la période médiévale. Et eux là, Hors-Série, eux ils sont là dans un truc genre ah mais nous on va faire notre propre marchandise qu'on va vendre nous-mêmes dans notre petite boutique sans emprunter les réseaux. C'est un peu une etc. biocop des médias internet. C'est ça, tu vois. Et ça pour moi c'est vraiment daté de A à Z. C'est vraiment une fausse subversion. Alors que la vraie subversion, c'est ni de croire qu'on est dans un nouveau capitalisme de réseau ou que le cœur du pouvoir, il est là. Non, le cœur du pouvoir, il est sur la propriété privée. Et que YouTube, exactement comme à un moment donné, on n'avait pas le droit d'émettre, tu vois, gratuitement avec les radios pirates, etc. YouTube doit devenir demain un réseau public, quoi. Voilà. Et pour lequel tout le monde puisse émettre dessus avec des contrôles, avec des services publics. Non mais tu vois, enfin un réseau public comme Enedis, quoi, comme le réseau, voilà. Et ça c'est pas spécifique, comment dire, à un état du mode de production, c'est l'état même de la conquête du monde public, du service public, de la collectivisation qui traverse tous les modes de production, quoi. Ouais, bon. On va passer, après seulement une quinzaine de minutes, au cœur du sujet. On va vous mettre du coup 2 extraits qui sont déjà sortis sur Internet, justement pour éviter de prendre un strike par hors-série. Non mais c'est vrai, hein. Enfin, C'est vrai. Les gens qui ont pris un strike, quand vous prenez 3 strikes sur YouTube, votre chaîne est fermée.
C'est pour C'est-à-dire ça que que c'est minable. bah ouais, quand vous strikez, enfin nous les seules personnes qui nous ont striké, c'est BHL et Juan Branco et Arthur, le gars qui a les mains parfois un peu baladeuses, on va dire quoi. Donc vous imaginez, Bravo c'est les Judith. trois personnes qui ont le plus d'ego sur Terre, donc quand même quelqu'un comme BHL. Enfin voilà. C'est ça. À la fin, c'est vraiment minable. C'est contradictoire avec toute forme de propos collectivistes. Ça se cache derrière Mélenchon et Lordon. C'est un peu triste, mais c'est le destin des boutiquiers, quoi. Bah, D'avoir tu sais, des aspirations même, progressistes et des comportements réactionnaires, quoi. même l'extrême droite nous strike pas en fait, tu vois. Mm. Et même TF1 nous strike pas, tu vois. Enfin, Pas c'est ça qui est encore. fou quoi. Pas encore, mais aussi parce que je pense que tu vois, les créateurs de contenu d'extrême droite, ils se disent, ben, si je strike, je peux me faire striker aussi, et en fait, ça va. Et ce qui est pas forcément con, parce que tu sais, c'est pareil, quand les gens ils sont contents d'avoir des dissolutions de groupuscules d'extrême droite, bah après, t'as des dissolutions de groupuscules de gauche. Et faut pas jouer à ça, parce que tu vois, aujourd'hui, ils strikent parce que c'est sur YouTube, donc ils se disent, bah nous, on peut pas se faire striker en série, tu vois. Mais un jour, si ça se trouve, il y aura le réseau internet lui-même avec tu vois, des possibilités de signalement de gens qui sont hébergés par tel hébergeur internet. Et puis là, ils se feront avoir. Tu vois. Enfin, ça n'a pas de sens après. C'est un engrenage qui est quand même assez Ah oui. dangereux. Ces lois privées gérées par des entreprises privées américaines, là. On va passer du coup au premier extrait qu'on vous a sélectionné. C'est un extrait de Frédéric Lordon qui va sortir quelque chose qui a été vu des centaines de milliers de fois en extrait, donc on vous le met pour pouvoir y react, où tout le monde dit que c'est un banger absolu. Alors, spoiler, on est peut-être on était peut-être pas d'accord. Et ce qui est marrant, c'est que tu peux rajouter. Moi, quand j'ai vu le truc, j'ai dit, putain, mais quel ridicule cet extrait. Et Chris m'a envoyé exactement cet extrait avant qu'il buzz en me disant, mais putain, c'est ridicule et tout. mais en faisant moi-même la capture sur le truc, parce que je suis abonné à hors-série, Judith sera contente. Voilà, et je me dis vraiment, pour moi, c'est un extrait ridicule. Et tout le monde a trouvé ça génial, et donc on va essayer de. Voilà, on va créer de la polémique. Voilà. Alors, l'inégalité politique dans la production, qui à mon avis a tant de pouvoir, c'est un moteur incroyablement puissant. Et vous savez quoi, le grand malheur, c'est qu'il ne s'est encore trouvé personne pour trouver les clés, la mettre dans le démarreur et la tourner. Donc là, en gros, il dit il y a l'inégalité économique, donc l'inégalité, évidemment, je gagne Manque de 2000, salaire. machin gagne 1005, machin gagne 3000. Il dit, mais il y a aussi l'inégalité politique. Alors il met derrière politique un truc un peu, avec un sens un peu large, parce qu'il y a aussi, pour ramener un peu la question des affects aussi là-dedans, hein, Ouais, mais la c'est ça. question du fait d'être dominé politiquement au travail, en dehors même du fait que tu gagnes moins. C'est-à-dire que tu pourrais gagner autant presque, mais c'est pas toi qui as les manettes, et puis toi tu appliques, et puis on te fait bien comprendre que c'est pas toi qui décide, quoi. Et il a raison là-dedans, mais lui il essaie de montrer que c'est presque plus important, quoi. Je vais vous dire un truc. Si quelqu'un arrive, s'adresse à la population et lui dit « Moi, je sais ce que vous vivez dans l'entreprise. On vous traite comme de la merde et on vous parle comme à des cabots. » Ben, je peux vous dire que celui-là, il sera entendu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il va rencontrer un sentiment, celui que vous avez nommé tout à l'heure, qui est le sentiment de la dignité. Et même pire, le sentiment de la dignité offensée, de la dignité blessée, de la dignité piétinée. Je comprends pas pourquoi les gens sont fous avec ça, parce que ce qu'il dit, On dirait du Ruffin. base des bases, c'est presque un discours un peu classe first, tu vois. C'est un discours un peu qu'on trouve chez les class first en tout cas, tu vois, un discours en mode oui, il faut dire aux gens, voilà, qui sont dominés, machine, elle gagne 1004, elle fait des horaires de merde et vous n'y pensez même pas, tu vois, c'est ce truc un peu à la Ruffin. Et il nous dit donc que ça, ce serait incroyable si quelqu'un le disait. Moi, j'ai l'impression que tous les syndicalistes le disent, tu vois. J'ai l'impression même que Mélenchon le dit aussi, tu vois. Enfin, tout le monde le dit un peu, ce truc-là, tu vois, à gauche. Et Roussel pourrait le dire, tu vois. Enfin, incroyable. Et puis il dit, s'il disait ça, il rencontrerait une Voilà, masse de c'est ça. personnes qui se lèveraient comme ça. C'est assez idéaliste, assez étonnant, quoi. C'est ça, c'est vraiment. Ce qui est drôle, parce que c'est vraiment un truc de capitaliste, pour le coup. Il se veut pas marxiste mécaniste, quoi. Il dit, mais en fait, aller parler aux gens de leur précarité, du manque de salaire, de leurs conditions économiques, ça suffit pas. Sinon, Mélenchon l'explique avant, sinon, bah oui, il y aurait la révolution permanente. Il doit lui faire un petit clin d'œil, là. Mais en fait, déjà, c'est ne pas comprendre que, clairement, cette discussion sur les conditions économiques du prolétariat, surtout occidental et français, et pas n'importe lequel, voilà, que veut mobiliser Mélenchon, justement, il n'est pas dans une condition économique ultra précaire, ultra violente, qui pouvait être celle du 19e ou du début du 20e siècle, où le mouvement ouvrier est très fort. Tout ça pourquoi? Parce qu'en fait, justement, l'espace d'être une des premières nations du centre impérialiste fait que les subsides qu'ont le prolétariat blanc au centre de l'impérialiste est encore très important. C'est-à-dire que ce n'est pas une revendication. Pourquoi? Parce que c'est encore largement suffisant. Et qu'est-ce qui va justement
faire que la dignité, et c'est là le paradoxe, qu'est-ce qui va faire que la dignité n'est pas le recouvrement de tout ça? Mais justement parce que l'indignité, elle est fabriquée par ce qu'on appelle le contrat racial, qui lise un peu Charles Mills, tu vois. Justement, il va montrer que cette conscience possible de l'indignité, aujourd'hui, dans le prolétariat français, natif, plutôt blanc, historique, eh bien, il est encore dans une certaine phase de confort. Et en plus, on fabrique de l'indignité sur d'autres catégories qui sont des catégories racialisées. Voilà, les gens racisés dans ce pays-là et les gens racisés encore plus lointain dans la périphérie. C'est eux qu'on met en indignité. Et ça, c'est un truc profond de Charles Mills. C'est de montrer que le contrat racial, on l'a déjà dit dans d'autres capsules, mais il faut bien le montrer, ce n'est pas un contrat où les Blancs, la population non racialisée, non racisée, serait privilégiée par rapport aux autres. Non, c'est un sous-jacent du contrat social qui permet de dominer la majorité. On domine effectivement les gens qui sont tout en bas, c'est-à-dire racialisés, voilà, par la race qui s'étend à tous, et ceux qui ne sont pas de la mauvaise race, pour être un peu, tu vois, direct, quoi, voient ce qu'on fait à ceux qui sont de la mauvaise race, et donc voient les capacités de l'État social dans la violence qu'elle peut appliquer. C'est-à-dire que ce qu'on fait à l'esclave, ce qu'on fait au noir, c'est aussi comme ça qu'on menace de nos capacités de violence les autres. Et c'est quelque chose de très rationnel. C'est pour ça qu'en fait, Lordon n'arrive pas à sortir de ses affects, il n'arrive pas à comprendre ça. Tout ça est très rationnel. C'est-à-dire que c'est une question de ça pourrait être moi. Cette empathie crée justement le contrat racial. Parce que je comprends comment il souffre, je voudrais rationaliser ma position pour éviter de souffrir là-dedans. Donc en fait, l'indignité, elle n'est pas là justement. Elle est justement dans la façon dont le prolétariat européen occidental, lui, tire ses subsides encore de manière confortable et veut les conserver par-dessus tout. Voilà. Et ne pas les étendre. Et donc, il y a ça. Et ce qui me fait halluciner en plus, c'est que là, pour le coup, là, on a des discussions, ce que je viens de dire, c'est des discussions des années 60-70. Hein. Moi qui cite souvent Goldman, etc., Goldman comprend ça. Il se pose la question de ah oui, il y a une extension absolue. Tu sais que Kluskar fait ça aussi. Il y a une extension absolue, comment dire, du niveau de vie, de l'accès à la, tu sais, aux biens de série, etc., aux biens de consommation. Donc, comment on pense la révolution? Tu as des gens comme Marcuse et énormément de gens d'une gauche qui vient de l'école de Francfort, beaucoup, voilà, qui vont dire la révolution est plus possible, le prolétariat est trop intégré, tu vois, un petit peu pessimiste. Et puis, il y a des gens comme Goldman ou d'autres qui diront non, non, non. Il y a quelqu'un comme Serge Mallet qui est intéressant là-dessus, qui diront non, non, en fait, le prolétariat, lui, il a encore une capacité de mobilisation, c'est-à-dire par le rapport politique, c'est ce dont parle Lordon, là, il se sent très novateur, mais alors que c'est des vieux débats. Non, il faut justement penser le rapport politique, la démocratie économique, et c'est là qu'on verra, tu vois, l'autogestion, la CFDT émerger, toutes ces conditions-là, tu vois. Mais là, en plus, le pire, c'est qu'il fait ça avec 25 ans de retard, parce que c'est ça qu'il aurait dû faire dès le début. Là, il est en train de le faire justement dans une phase où le critère économique va redevenir un mobilisateur parce qu'il y a une paupérisation accrue. Et il fait comme si les gilets jaunes n'avaient pas existé. Il est encore dans Nuit debout avec ses étudiants, il ne fait que ça. Alors que justement, qu'est-ce qu'est les gilets jaunes? Les gilets jaunes, c'est d'abord des gens qui se bougent parce que l'essence était trop chère. Alors, spoiler alert, elle est moins chère que maintenant. Donc, tu vois, l'essence était trop chère. Et c'est seulement par la mobilisation qu'ils en arrivent au rapport politique. Et au rapport politique, en plus, très limitant et limité, c'est-à-dire le rapport politique général. Le RIC, tu sais, tu te rappelles de tout ça, qui était très intéressant, tu vois. Mais jamais les rapports politique, la démocratie en entreprise. Et c'était très segmentant, les Gilets jaunes là-dessus, d'avoir des grandes manifestations du samedi sans jamais avoir bloqué leur usine entre deux manifestations. Tu vois. Donc vraiment, Lordon est à côté de la plaque. Il est désynchronisé avec l'époque, il est désynchronisé avec les débats théoriques au sein du marxisme, et il est même désynchronisé avec l'état des forces productives. Là où il y a un truc, et là, moi je finis là-dessus, ça fait un long tunnel, mais où je suis d'accord, oui, effectivement, il faut mobiliser les gens dans leur rapport à qui contrôle l'appareil de production. Mais ça, il suffit pas d'aller voir des gens pour aller le dire. Ça doit parler à une certaine conscience possible, à un certain sujet révolutionnaire. Et sujet révolutionnaire, c'est pas l'intégralité des travailleurs. Déjà,
Ce sera pas tous les petits auto-entrepreneurs, les petits boutiquiers avec qui ils fréquentent, hein. Parce que eux, justement, ils ont le contrôle là-dessus. Donc, tout ce qu'il vient de dire là, sur les gens qui veulent avoir le rapport, le contrôle sur leurs moyens de production, c'est aussi pour ça que plein de gens, malheureusement, désertent le salariat, c'est-à-dire le travail collectif, pour retrouver la petite boutique, l'auto-entreprise et tout. Tu vois. Donc, il y a une voie néolibérale dans ce sentiment-là. Non, la question, c'est quel sujet collectif va porter le fait de dire, nous, on va reprendre l'appareil de production collectivement et on en a les moyens. Eh ben, ce ne sera pas le prolétariat fantasmé, précaire, intérimaire, etc. Ce ne sera pas non plus la petite bourgeoisie boutiquière, auto-entreprise qui tend à vouloir s'étendre. Non, il y a ce que nous on appelle les professions intermédiaires et les cadres et certains ouvriers surqualifiés et spécialisés. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet révolutionnaire. Sujet révolutionnaire que pendant 3 heures, Lordon et Mélenchon ne comprennent pas. Alors, Mélenchon, au moins, il propose un truc, il propose le peuple et tout, mais C'est au ça, moins, tu il vois. propose un sujet révolutionnaire, c'est déjà mieux que Lordon, je trouve. Exactement. Parce que déjà, il essaie de se dire qui est-ce qu'il faut mobiliser, Mélenchon. Après, bon, on en a déjà parlé. Si vous voulez voir même la question du peuple, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne personnelle en collaboration avec Cathédrale Osseuse sur cette question-là, sur la critique un peu du peuplisme de Mélenchon. Mais oui, en plus de ça, je trouve que c'est marrant parce que tu renvoies des débats des années 70, mais même il y a toute une école comme ça, tu sais, avec la théorie de la reconnaissance, Axel Honneth et tout ça, qui disait oui, les gens ils veulent pas non juste qu'on leur donne des choses au niveau économique, ils veulent aussi qu'on les reconnaisse. Tu vois, ils veulent être reconnus, donc il y a des luttes pour la reconnaissance, c'est quelque chose qui est vrai, je pense. Après, il faut le mettre comme étant le moteur, pas une primauté de la reconnaissance sur toute l'économie, tout ça, c'est très lié. Et je pense même que les gens qui défendent ça sont pas bêtes. Quelqu'un comme Nancy Fraser, par exemple, lie Ouais. assez bien les deux. Tu vois, elle va lier à la fois le fait qu'il faut une reconnaissance en tant que sujet, aussi dans des pratiques subjectives, qui peuvent être culturelles ou des choses comme ça, politiques aussi, évidemment, et aussi une reconnaissance de l'inégalité économique, et tout ça va de pair, tu vois. Mais encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau, quoi. Faut pas faire croire que c'est nouveau, parce que moi, ce que j'aime pas dans ce débat, c'est qu'ils passent leur temps à taper sur le marxisme. Mélenchon et lui. Alors c'est Ouais. drôle parce que presque Mélenchon tape plus sur le marxiste que Lordon qui passe un peu pour le marxiste de la bande, alors qu'en fait aucun des deux n'est marxiste, Ah et ils non. passent leur temps à dire non mais c'est pas l'ouvrier machin, mais quel marxiste aujourd'hui défend la classe ouvrière vue comme les penseurs de droite disaient que les marxistes les voyaient dans les années 20, tu vois, enfin, parce que c'est vraiment ça, hein, c'est juste de la propagande de penseurs de droite, hein, ce qu'ils pensent du marxisme. C'est-à-dire que même dans les années 20, non mais c'est vrai, même dans les années 20, dans les années 50 et tout, il n'y a jamais eu un marxiste qui a dit ah non, en fait, si t'as pas un marteau et que t'es pas sur une chaîne, tu peux pas faire la révolution, Oui. tu vois, ça n'est jamais arrivé. Les marxistes ont défendu les luttes anticoloniales, les marxistes ont essayé dans chaque pays, tu sais, d'ajouter parfois le stylo, parfois, tu sais, pour montrer qu'il y avait aussi l'intellectuel, qu'il y avait d'autres types de travail, tu vois. Faire croire que, en fait, les marxistes aujourd'hui, ils en sont à dire que, ah non, il y a que les ouvriers d'usine qui vont faire la révolution, et donc eux, ils débunkent ça en disant, bah non, c'est pas vrai. Ah, je suis désolé, c'est pas sérieux, tu vois. Enfin, vraiment, c'est du niveau de droitard, en vrai. C'est du niveau de droitard. Et moi, je ne comprends pas, et là, pour le coup, je vais être dur avec Mélenchon, je comprends pas pourquoi Mélenchon reste là-dedans. En plus, il est passé son temps à dire, oui, moi, j'ai été trotskiste, et je suis désolé, je loue plein de fois Mélenchon, mais si t'as été un jour marxiste et que t'as cette compréhension de la classe, je sais pas ce que t'as foutu, tu vois, c'est quand même bizarre. Bon, après, c'était du trotskiste, je pense, peut-être qu'il avait pas de formation particulière en marxiste, tu vois, mais c'est quand même bizarre qu'un type qui dit, moi, j'ai été marxiste dans ma jeunesse, mais en fait, j'ai jamais rien compris au marxisme. Mais en Il vrai- le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il dit en fait. Tu vois. Il dit ah ouais, en fait, je suis pas réductionniste. Mais oui, mais en fait, tous les marxistes ont toujours critiqué le réductionnisme, et c'est toujours les penseurs de droite qui ont dit que les marxistes étaient réductionnistes, quoi. Enfin, vraiment, moi, ça m'énerve ça. Bah, je suis plutôt d'accord, mais en vrai, si on regarde bien, et on est bien placé pour le savoir parce qu'on en parle souvent, je pense que c'est un sujet extrêmement mal compris, surtout des militants, c'est de penser le sujet révolutionnaire et ses métamorphoses. Voilà. En plus, c'est intéressant, c'est que justement, à un moment donné, Mélenchon, je vais le défendre, mais est un petit peu plus fin que Lordon. C'est un moment, il Ouais, a- Mélenchon est meilleur que Lordon dans le débat. Voilà, si vous voulez, on a hypé au début. Non, Mélenchon a les défauts qu'on lui connaît, qu'on connaissait déjà, mais au moins, je trouve qu'il y a un peu de pragmatisme, un peu, il fait avancer. Lordon, il part dans ces trucs sur les affects et tout. Moi, je trouve ça insupportable. Bah, Je il a rien à comprends. il a rien à apporter à l'analyse concrète de la situation concrète. Et Mais c'est d'ailleurs, ni bien intellectuellement ou théoriquement, ni bien en pratique. Donc en fait, au bout d'un moment, ça sert à quoi, tu vois? c'est ça, C'est même pas novateur intellectuellement, tu vois. Enfin, c'est dit et redit, tu vois. je le gardais pour la conclusion, mais oui, On effectivement. va passer pour des semards, hein. Là, il va y avoir des commentaires, mais je suis désolé, c'est la réalité. Non, franchement, j'ai rien appris dans cet entretien. Tu vois, je préfère voir Mélenchon tout seul, il est meilleur. Tu sais, la gannerie, il disait de Ruffin
que Ruffin, quand il parlait un peu spontanément, il était toujours réactionnaire. Bah, moi, Mélenchon, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Quand il parle spontanément, c'est un banger, tu vois. Ouais. Quand il a un public, tu vois, il dit des trucs de ouf. Il est peut-être plus matérialiste quand il est en discours, tu vois, que quand il essaie de faire de l'analyse théorique et qu'il nous ramène son histoire de réseau et de peuple. Bah, moi, je me demande en fait, à un moment donné, ce que vraiment Lordon a apporté à ça. C'est-à-dire, s'il avait développé les mêmes sujets, ça aurait été intéressant. Mais pour revenir à Mélenchon, tu disais, je pense qu'il a plutôt une vision, oui, qui est un peu de, je suis d'accord, un peu là, facile. Tu sais, de ce qu'on va appeler en France l'extrême gauche, quoi. Tu vois, la façon dont lui, est-ce qu'il voit le marxisme comme cette vision des classes ou est-ce qu'il voit les sempiternels marxistes, dont lui vient d'ailleurs les trotskistes, qui appellent au prolétariat à chaque fois sans jamais le définir, et puis à la fin c'est ouvriériste. Tu sais, on se bat aussi contre ça, tu vois. Oui, Enfin, peut-être qu'il y a des gars qui lui cassent les couilles aussi. tu vois, c'est insupportable. Je veux dire, les mecs, quand tu viens, nous on le sait, et puis en plus c'est les copains de Lordon pour le coup, mais les mecs ils te disent ah mais en fait non, toute tentative de négociation avec l'appareil d'État et la bourgeoisie c'est de la trahison parce que le prolétariat n'est pas lui-même aux manettes du pouvoir, sans jamais définir dans le pays quel type de prolétariat, avec quelle haute classe il va faire alliance, comment il va faire pour s'imposer. Là, Mélenchon, à un moment donné, il explique justement ce que nous on dit à chaque fois, que le prolétariat il est intégrationniste, trade unioniste, il dit, lui, mais c'est exactement les mêmes débats, ce que Lénine explique, qu'il est obligé de faire appel aux paysans, que justement faire appel aux paysans, c'est faire appel à la limite de la conscience possible des paysans en 17, et donc de ne pas dire, ouais, on va tout nationaliser et tout étatiser. Donc voilà, il a ce rapport-là à la situation pratique. Quand on fait croire que des marxistes, enfin vraiment, il y a des gens, je pense, dans nos commentaires, et je comprends pourquoi, parce qu'on vous répète ça, on vous fait croire que Lordon est marxiste, c'est un anti-marxiste. Et je le dis comme je le disais de la gannerie. C'est pas qu'il est contre les marxistes, c'est que son modèle de pensée est opposé au marxisme. Il n'a pas les catégories du marxisme. Voilà. Et d'ailleurs, à la fin, il pense ce qu'il appelle lui le capitalisme totalitaire. Il pense que c'est ouais, une je voulais nouvelle parler phase. de ça. Ouais. Ouais, bah, on va en Non, parler non, après. vas-y. Mais juste, il va parler de capitalisme totalitaire. Déjà, le mot en lui-même devrait être banni parce que ça mobilise. Alors là, pour le coup, lui, il parle d'affect. Alors, je ne sais pas si ça mobilise des affects, mais à mon avis, il devrait se poser la question, le mot totalitaire, quels affects il mobilise. Mais moi, je pense que ce pas des affects. Ça mobilise une certaine conscience de l'anticommunisme, tu vois, comme quoi le totalitarisme, c'est un problème. Et le faire croire, ouais, on va retourner le stigmate du totalitarisme sur le capitalisme, ouais, je pense que c'est vraiment une bonne idée. Tu vois, de dire, Pour ceux qui ne sont pas au courant, le totalitarisme, c'est un concept qui est battu en prêche. Il y a notamment une très bonne conférence de Chapoutot Ingrao dessus, où il défonce le concept de totalitarisme. Il y en a une autre aussi qui est bien de Victor Sarkis, Ouais. où il parle aussi de totalitarisme. C'est un entretien. Je ne sais pas si je vais arriver à vous le retrouver, mais en gros, c'est un concept qui a été développé pour salir le communisme et associer l'Union soviétique à l'Allemagne nazie. D'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que quand il y a eu le concept développé par Hannah Arendt, elle ne compte pas dedans les fascistes italiens qui sont les seuls à avoir vraiment été pour le stato totalitario, tu vois, Ouais, pour le totalitarisme, tu vois, c'était les seuls à s'en revendiquer et ils n'étaient pas dedans. Mais le but, c'était clairement de faire un parallèle entre l'Union soviétique et l'Allemagne nazie, c'est-à-dire entre les libérateurs de l'Europe et ceux qui avaient envoyé les juifs, les tziganes, les communistes, les handicapés, les homosexuels au camp de la mort, quoi. C'était vraiment ça le but. Et c'est vrai qu'à gauche, si on pouvait éviter de ramener le concept de totalitarisme comme une espèce d'insulte qu'on balancerait à autrui, alors qu'en fait c'est un gros CSC, parce que ça va nous revenir en boomerang sur Mélenchon en disant Mélenchon est totalitaire, je sais pas quoi. Vraiment, c'est pas l'idée du siècle, quoi. Surtout qu'en plus, il vient nous raconter. Alors petite parenthèse, je finis justement, donc, mais on pourra revenir dessus. Donc, à la fin, oui, il loupe le sujet collectif et effectivement, le sujet de la reprise politique des moyens de production et de leur contrôle, juste pour montrer que c'est au cœur du marxisme. C'est littéralement dans le manifeste de Marx de dire que contrairement à la bourgeoisie, le prolétariat devra prendre le pouvoir politiquement avant de le prendre économiquement. Voilà. Et donc, effectivement, il y aura forcément une prise de pouvoir politique sur l'appareil de production. Ça a un nom, ça s'appelle la dictature du prolétariat. Donc vraiment, c'est vraiment... C'est pas un peu totalitaire, la dictature du prolétariat, quand même. Ah, si, ça l'est. Ouais. C'est même totalitariste. Je fais le lien avec ça parce que justement, ce qu'il appelle le capitalisme totalitaire, ce serait, disons, le capitalisme là, pulsionnel, comme lui, il essaie de développer avec Sandra Lucbert, on en a déjà parlé. C'est-à-dire le capitalisme, en fait, qui se met directement dans notre être, dans notre psyché, et qui va convoquer, et là je parle aux psychiatres, mais qui va convoquer l'en-soi qu'on a presque d'extérieur au mode de production. Alors vraiment, mais là pour moi, mais c'est
pour le coup, la vision structuraliste ahistorique anti-marxiste de Lordon. Il y aurait une structure des individus du moi qui n'aurait jamais été mobilisée par aucun mode de production, et le capitalisme lui-même, aujourd'hui, serait arrivé à aller chercher, tu sais, dans ta pulsionalité, ce serait une phase nouvelle de l'état de l'humanité. Mais vraiment, c'est n'importe quoi, comme si les psychés, les structures mentales ne dépendaient pas à chaque fois du mode de production, comme si le mode de production médiéval ne créait pas un rapport au moi, un rapport à l'autre, un rapport à... La religion même. Hein. Voilà, mais... Je veux dire, ce qu'il dit, oui, ça s'immisce partout. Oui, dans le mode de production féodal, il y avait un rapport religieux beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, tu vois, et ça s'immisçait au plus profond des gens, ce ni bien ni mal d'ailleurs en soi, tu vois. C'est normal même. C'est juste comme ça, tu vois. Quand on est Aujourd'hui, c'est matérialiste... pareil, et c'est pas parce qu'on vit dans un monde capitaliste, que tout ce qu'on fait est capitaliste. Je veux dire, quand tu fais des crêpes à tes enfants, tu vois, c'est pas un truc capitaliste en soi. T'as créé de la valeur d'usage direct que t'as donné directement à tes enfants. Enfin, il y a eu aucune médiation capitaliste là-dedans, tu vois. Quand bien même t'as acheté la farine, tu vois. Et ça te prend pas plus la psyché ou moins la psyché que quelque chose de capitaliste. Enfin, vraiment, c'est un peu bizarre ce truc de dire totalitaire, mais c'est aussi un truc un peu de boomer. C'est un peu un truc de boomer anti-IA en mode avec l'IA maintenant, tout est contrôlé. Moi, je vois ça comme ça. Je trouve ça un peu délirant. C'est ridicule. Et le pire là-dedans, c'est qu'il dit ouais, la phase actuelle du capitalisme, c'est le totalitarisme et pas ce que disait Lénine, impérialiste. Et j'ai envie de dire, moi, le grand oublié de ces 3 heures d'entretien, et pourtant c'est con parce que Mélenchon est plutôt bon là-dessus, c'est l'impérialisme. Je veux dire, au lieu de se toucher sur les affects, la pulsionalité ou je sais pas trop quoi, moi j'aimerais bien, dans un pays du centre impérialiste, avec actuellement les guerres en Iran, le blocus sur Cuba, le kidnapping de Maduro, tout ça est en train de se jouer sous nos yeux, j'aurais bien aimé entendre des paroles entre Lordon et Mélenchon là-dessus, ça aurait été intéressant sur une analyse de l'impérialisme et justement le rapport qu'il y a avec le fait que il y a un intégrationnisme des classes prolétaires, ce qu'on appelle nous le salariat généralisé en Occident, justement du fait d'un haut niveau de vie lié à la rente impérialiste qui peut être amenée à baisser aussi avec des luttes anticoloniales. Enfin voilà, quel rapport on doit avoir avec tout ça. Ça, ce sont des vraies questions. Et c'est aussi les questions qui contredisent, parce que là, on a arrêté, on a regardé que 39 secondes, c'est un peu notre spécialité. Mais en même temps, on pouvait pas trop regarder pour pas se faire strike. Mais non, mais c'est vrai. Tu rigoles, mais c'est vrai. Non, mais je regarde assez peu, normalement, on peut pas nous strike, tu vois. En même temps, tant mieux, parce que imagine si on fait les 2h48, on en a pour 20 jours, quoi. Non, mais il dit parler à la dignité des gens, et qu'on soit clair. En fait, plus tu as un haut niveau de vie, plus la dignité des gens est une valeur qui passe sous le tapis. Oui. C'est ce que je disais l'autre jour quand je disais que c'était compliqué de syndiquer des cadres, des médecins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ont à perdre. Et donc, des fois, ils savent en fait que ce qu'ils font, c'est peut-être un peu dégueulasse. Tu vois, peut-être que le harcèlement au travail de l'aide ménagère, en fait, ils l'ont vu, mais en fait, ils le disent pas trop aux supérieurs parce qu'en fait, eux, ils sont bien placés, ils peuvent pas perdre leur place. Tu vois. Et à l'échelle international, tu l'avais dit l'autre jour un peu pour tacler les trotskistes, mais tu avais dit, mais en fait, tous les agriculteurs français sont des coulacs, tu avais dit, je crois, un truc comme ça, mais c'est un peu ça, tu vois, c'est-à-dire qu'à l'échelle internationale, je veux dire, le niveau de vie d'une profession intermédiaire, qui a un revenu moyen, est bien supérieur que dans les pays qui subissent l'impérialisme. Pourquoi ? Parce qu'il y a la rente impérialiste, c'est-à-dire une extorsion de valeur qui va être redistribuée dans le salariat français, tu vois. Et ça, c'est hyper important. Ça fait que ces gens-là, des fois, entre un truc juste, par exemple, la fin d'un génocide, par exemple, dénoncer ce qui se passe à Cuba, dénoncer ce qui se passe au Venezuela, dénoncer ce qui se passe en Iran, ou continuer à profiter, ces gens-là, ils vont préférer mettre la dignité sous le tapis. Si vous voulez voir un peuple digne, allez dans des pays d'Afrique, allez à Cuba. Là, vous avez des peuples qui se lèvent par la dignité, parce qu'en fait, ils ont rien d'autre, tu vois. Ils ont rien d'autre, exactement. La dignité, c'est quelque chose qui reste quand t'as rien d'autre, tu vois. Les Cubains, ils ont tout perdu, tu vois. Et ce qu'ils perdront pas, c'est leur dignité, tu vois. Et ils préféreront être sous les bombes, tu vois, plutôt que de lâcher, tu vois. Une profession intermédiaire ou un cadre en France, je suis pas persuadé que ce soit la dignité qui lui part directement, même s'il subit du harcèlement au travail, tu vois. Norman Ajari, avec qui on a plein de problèmes, son premier livre, et pareil, j'ai plein de critiques à faire, mais pour le coup, avait un beau titre. C'était La dignité ou la mort, tu vois. C'est ça. C'est qu'à la fin, il te reste que ces deux alternatives. On t'a tout pris, c'est la dignité ou la mort. Je parle d'Ajari, mais ça peut être la même chose quand vous disiez Primo Levi dans les camps de concentration. À la fin, il y a des gens qui se font exécuter parce qu'ils se refusent de se soumettre à un ordre, voilà, à l'indignité absolue, et ils prennent une balle d'un capot, etc., pendant que d'autres vont s'avilir à manger par terre pour survivre, etc. Voilà. Mais c'est quand Charles de Gaulle avait dit « Seule la classe ouvrière s'est bien tenue pendant la guerre », c'est pour ça aussi.
Mm. Je veux dire, évidemment que c'est les gens qui sont les plus dominés dans la société qui sont les seuls à être dignes à la fin. Et que le Ça. gars qui était préfet, à qui on commence à dire, ouais, il faudrait peut-être que t'envoies des juifs, machin, ben en fait, c'est extrêmement rare que le gars il refuse, tu vois. Parce qu'en fait, Jean il Moulin. garde un bon poste, tu vois. Et donc, Le il préfet. remplit des trains, le gars, à la fin. Non, mais c'est ça la réalité, tu vois. C'est pas ce gars-là qui a de la dignité. C'est ça. Et effectivement, la dignité, tu peux toujours te la reconstruire avec du matériel. Donc la dignité, c'est pas quelque chose qui flotte en l'air. C'est une situation matérielle, comme tu l'as dit. C'est la situation matérielle où il ne te reste plus rien. Mais la situation du rien, en matérialiste, c'est une situation matérielle. C'est une situation qui te projette vers, justement, surinvestir l'idée de dignité parce que du coup, tu ne peux plus utiliser genre d'autres moments de j'ai telle position, c'est de la responsabilité, j'ai ces choses-là à gérer, donc c'est, tu vois. Et là, il ne comprend pas, effectivement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, que la dignité n'est pas mobilisable en soi, simplement en soi, en allant se présenter devant les usines et en le criant comme ça. Parce que justement, la dignité. Sinon, les trottes seraient à 35%, parce que c'est la technique C'est ça. lutte ouvrière depuis la nuit puis des en temps. vrai, tout le monde en parle. La dignité, aujourd'hui, elle est dans le contrat racial. On exclut des gens du contrat social par la race. Pareil pour le genre. Hein. Je rappelle que le livre de Mises est inspiré d'un livre de Carol Pateman, Le contrat sexuel. Donc c'est aussi une façon dont on pense le genre et la race, c'est-à-dire cette hiérarchie profonde qui fait société. Et de l'autre côté, tu l'as dit, par l'état impérial du capitalisme. Effectivement, l'indignité, elle est dans les pays de la périphérie. Et donc, la dignité qu'on va vendre aujourd'hui à des gens blancs, mais en fait, c'est un affect qui est largement mobilisé, leur don. Mais il est mobilisé par des identitaires qui viennent vous dire « Ah, machin vient vous prendre votre travail, on vous vole votre culture, ah, mais il y a des cassos qui volent le fruit de votre travail, etc. » C'est des choses, justement, qu'on mobilise chez des gens qui ont encore une position de confort. Les Nicolas qui payent là, toute leur logique est sur, soi-disant, la dignité de eux travailler pendant que les autres ne travaillent pas et c'est eux qui payent, tu vois. Donc, ce n'est pas le cœur de la réflexion. Le cœur de la réflexion, c'est de se dire qui, aujourd'hui, contrôle l'appareil de production, qui le fait tourner et qui en a la propriété. C'est une dialectique. Et c'est pour ça que nous, on dit aujourd'hui, il y a un état du salariat généralisé qui est immense et il y a un état du capitalisme néolibéral ultra privatisé et ultra financiarisé où la bourgeoisie est totalement parasitaire, c'est-à-dire qu'elle ne participe plus du tout à la production et elle fait diriger et gérer son capital par une part du prolétariat. Cette part-là, c'est les cadres et les professions intermédiaires. Et c'est cela, il ne faut pas leur parler de dignité. Il faut leur parler justement à leur rapport concret et matériel. Il faut leur dire, pour qui contrôlez-vous l'état du monde? Est-ce que vous le contrôlez déjà pour vous ou pour la totalité? Ou est-ce que vous le contrôlez pour des parasites financiers? C'est ça qu'il faut leur dire. C'est ça que personne ne dit. Justement parce qu'ils sont incapables de définir le sujet révolutionnaire au sein du monde occidental impérialiste, quoi. Ouais. C'est pour ça qu'ils finissent après par aller avoir des choses où ça a de l'intérêt et des défauts comme le peuple. Parce que du coup, quand ils disent peuple, ils parlent un peu à tout le monde, mais du coup, ils parlent aussi à des gens, des petits patrons, et même des bourgeois, tu vois, on sait pas trop pourquoi. Et puis à la fin, on sait plus trop, on est plus chirurgical, on va dire, dans ce qu'on essaie de faire, même si c'est pas plus mal que si c'était restreint à une classe ouvrière fantasmée ou à un sujet très spécifique, quoi. Et vas-y, finis l'extrait, parce que j'ai encore un truc à dire, à mon avis, là-dessus. Et celui-là, alors il a de la motricité politique, ce sentiment-là. Et donc quelqu'un qui arrive et qui dit, moi, ce dont je vais m'occuper, bien sûr les inégalités économiques, mais également l'inégalité politique dans la production, et qui joindra le geste à la parole. C'est-à-dire qu'il va dire, je vais m'occuper des inégalités politiques dans la production en ces structures. Et pour abolir ces structures, celui-là, à mon avis, il pourrait être entendu. Mais qu'est-ce que c'est que les structures? Qu'est-ce que c'est que les structures de l'inégalité politique? Les structures de l'inégalité politique, c'est, Judith les a nommées, c'est la propriété lucrative des moyens de production. Moi, je trouve que la fin est mieux, hein. La fin de l'extrait est mieux que le début, quand même, hein. C'est ça. Ce qui est très T'as pas l'air intéressant. d'accord. En fait, je sais plus si c'est Statis Kouvelakis qui disait ça dans un texte, je sais plus trop. Lordon, c'est toujours un grand déballage de tout un tas de trucs pour accoucher d'un tout petit truc assez insignifiant. Enfin, c'est vraiment ou d'une platitude. Oui, bah, quoi. oui, Tu vois, je suis d'accord. c'est vraiment. Et du coup, c'est pas trop mal. C'est un truc Mais- qu'on a déjà, enfin, tout le monde le dit, tu vois.
Alors déjà, moi, je déteste l'idée de propriété lucrative. Ça, c'est très son truc avec Frio. C'est propriété privée. C'est juste ça, tu vois. C'est vraiment, va au bout, quoi. Sois conséquent. C'est des gens qui veulent mixer le truc de, mais non, mais c'est pas vraiment de la propriété. Non, non, non. C'est de la propriété individuelle et personnelle des moyens de production. C'est ça qui pose problème. Abolissons ça. Cette lucrativité, elle va disparaître aussitôt. Donc, abolissons la propriété privée. C'est parfois, je suis pas d'accord. Je trouve que l'intérêt de dire propriété lucrative, ça permet de différencier avec la propriété individuelle, par exemple, de ton logement, où t'es pas lucratif. C'est de la possession, ça. Mais, oui, d'accord, mais c'est une question de... Tu vois, on parle pas tous de la même manière. Moi, je suis pas d'accord. Je trouve que ça peut avoir un intérêt et que c'est plus clair pour les gens de dire lucrative, parce qu'on voit qu'on essaie de faire de l'argent avec. Je trouve que différencier possession, propriété privée, on peut le faire aussi, mais là, t'es trop critique, je trouve. Tu vois, c'est un point de vocabulaire. C'est un détail. Je trouve qu'on a trop voulu ménager le sentiment de propriété avec ce truc-là, mais c'est pas rien que ça émerge chez des classes petites bourgeoises, certaines catégories de la population qui passent leur temps à vouloir abolir des propriétés sans qu'on touche à la leur. Mais bref, admettons que ce soit. Moi, ce qui est le plus intéressant là-dedans, je trouve que c'est sa façon justement de penser l'histoire. On a, comme tu l'as dit tout à l'heure, un Mélenchon qui, lui, définit, on l'a déjà dit, un sujet révolutionnaire beaucoup trop large, le peuple, voilà, où effectivement, à l'intérieur, tu vas avoir des gens qui n'ont pas ce problème de dignité, parce que c'est des gens qui sont déjà propriétaires de leurs moyens de production, des petits bourgeois, des petits patrons, etc. Donc c'est un sujet beaucoup trop large pour faire l'histoire. Et puis de l'autre côté, quelqu'un qui pense même pas du tout le sujet. Et alors là, pour le coup, c'est un Heideggerien ou je sais pas quoi. C'est un grand homme qui, par la capacité à mobiliser un sentiment des affects, est capable de tout transformer. Mais tu vois ce que je veux dire? Ça révèle une vision des choses. Vraiment, celui-là, il sera écouté, car ce sentiment, ces affects... Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment le spinozisme le plus conservateur, c'est technicien. Tu vois, c'est le technicisme de l'état des choses, tu vois, descriptif. Il y a un sentiment là, tac, et il faut le mobiliser comme ça. Et c'est des grands hommes qui connaissent bien, qui vont le mobiliser. Et là, ça va faire des choses, ça va bouger. Tu vois, c'est vraiment la physique. Mais je te dis, c'est le surrationalisme, la physique des individus. Voilà. C'est pour ça que je pense que ça excite aussi des gens. Tu as l'impression que ce surstructuralisme, nous qu'on appelle matérialisme vulgaire en marxisme, voilà, mais tu sais que c'est de la mécanique, quoi. Toi, tu sais faire tourner la machine, quoi, tu vois. Mais en fait, ces gens-là, à la fin, ce qu'ils cherchent, c'est pas des hommes politiques, c'est pas des sujets de l'histoire, c'est pas des sujets collectifs, c'est des garagistes, quoi. Là, il dit, ce garagiste-là, qu'aura entendu la bielle tourner de travers, celui-là, il pourra remettre en état le moteur, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'en plus, au début de l'extrait, il a dit lui-même un truc, je sais pas, mettre la clé dans le contact. Tu vois, c'est la vision structuraliste anti-marxiste. Il n'y a pas de sujet collectif. C'est une vision analytique, séparée, rationaliste. Faut trouver les bons trucs, les bons enchaînements, etc. C'est hyper révélateur de ce qu'est Frédéric Lordon. J'ai l'impression que tu es un peu comme moi, tu as une certaine haine des garagistes. Boutiquier absolu, voilà. Ouais, et puis moi le garagisme, mais il y a ce truc, je pense aussi c'est parce que je suis médecin, donc moi je comprends quand les médecins parlent, tu vois, mais je pense qu'il y a plein de gens quand ils vont chez le médecin, ils disent ouais, qu'est-ce qu'il me raconte et tout, et à la fois tu sais pas trop ce qu'il te raconte, à la fois il dit des trucs que t'as pas envie d'entendre, et à la fois t'as un rapport très hiérarchique parce que c'est lui qui a le savoir, tu vois. Et moi je me sens comme ça chez le garagiste, c'est-à-dire que le mec il peut me dire ce qu'il veut, ça coûte toujours un bras, c'est toujours tes mauvaises nouvelles, tu vois. Plus le garagiste parle, moins c'est bon signe, tu vois. Et il a un rapport totalement hiérarchique dans la connaissance par rapport à moi. Donc j'ai vraiment ce côté-là, tu vois, et je comprends du coup la haine des médecins grâce à ma haine des garagistes, tu vois. Je pense qu'on renvoie ça, tu vois, chez les gens. Alors heureusement en France, il y a quand même un système qui permet de payer moins cher chez le médecin que chez le garagiste, quoique ça dépend et c'est de moins en moins le cas, mais quand même quoi. T'as quand même moins l'impression que le mec va te changer un rein sans du besoin beurre, ouais. qu'un gars qui va te changer un joint de culasse pour du beurre, tu vois. C'est peut-être faux, hein. Peut-être aux États-Unis où c'est hyper mercantile, il y a peut-être des gens qui se comportent comme des garagistes. On va lui changer le rein à lui, on va lui faire 500 000 $, ça sert à rien, mais il a de l'argent, tu vois. Mais... mais bon, tu connais pas. Tiens, on va finir sur ça parce qu'il y a Frédéric Lordon, les psychanalystes quand même, c'est des pros pour trouver des problèmes chez les gens et après ça permet de continuer les séances, tu vois. C'est ça exactement. T'as pas de problème, il t'en trouve un et comme ça après tu vas le résoudre, quoi. Bref, je trouve que quand même on peut penser qu'on a été semards, mais je pense qu'on a raison. C'était un débat que vous pouvez encore une fois aller le voir si ça vous intéresse. Hein, vous allez voir sur Hors-Série. Ça vous coûtera que 3 €. Hein, ça va pas. Moi encore une fois, je m'en tape un peu qui
fasse payer ce truc-là, c'était juste les réactions par rapport à ça, traiter les gens à moitié de mendiants, comme si c'était une insulte d'être mendiant. En plus, je trouvais ça un peu honteux. Et puis striker des créateurs de contenu de gauche et tout, je suis pas sûr que c'est un grand intérêt quoi, de faire ça. Mais par contre, allez voir l'entretien si ça vous intéresse. Moi, j'ai été un peu déçu. Je préfère largement écouter Mélenchon tout seul en conférence, voire même écouter Lordon tout seul en conférence. J'ai pas trouvé que la rencontre était très belle. Il n'y a pas forcément de prise de risque. En même temps, Mélenchon n'a pas à prendre des risques face à Frédéric Lordon. Frédéric Lordon n'arrive pas forcément à mettre en difficulté ou ne veut pas forcément, ou je sais pas trop quoi. Bref, c'est pas quelque chose qui m'attend plus que ça. Voilà, Chris, un mot de la fin. Non, moi je suis assez d'accord. Mélenchon l'explose, je vais être cash, si vous voulez vraiment un vainqueur. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Mélenchon est capable d'aller sur la théorie et de mettre Lordon en difficulté. Là où Lordon, dès que ça devient sur la pratique politique, parce que c'est ça à la fin, il y a un extrait, il y a un moment très intéressant, c'est quand Lordon dit, il y a Judith qui lui dit ouais, mais alors vous, comment vous faites ? Alors là, il répond en disant ah oui, mais on a fait un gros travail avec Friot. On fait le même reproche à Friot, voilà, de penser une nouvelle institutionnalisation avec le salaire à vie que dit Friot. Lui, il dit la garantie générale, je sais plus trop quoi. Voilà, bref, voilà, donc on a fait ce travail-là, tu vois. Et en fait, à la fin, il est obligé de dire ouais, en fait, oui. En fait, on a fait une utopie comme Thomas More, mais enfin, il le dit pas en ces termes, mais c'est ça. Mais on sait toujours pas comment y arriver, quoi, tu vois. Et Mélenchon, il a gagné, tu vois, parce que l'autre, il lui dit ah oui, c'est vrai que nous, de ce côté-là, on doit bien l'avouer avec Friot, on sait pas faire pour dire comment y arriver. Bah oui, c'est bien gentil. Tu sais, c'est le gars, il écrit une partition de musique, mais elle est pas jouable, tu sais. Merci. Okay, frérot, super. Tu sais quoi, alors là, je fais un petit off. Alors, des fois, on se concerte, mais là, on s'est pas concerté. Quand j'ai vu cet extrait, j'ai pensé exactement ça. C'est comme si moi, je suis nul en solfège, je ne sais pas jouer d'instrument. Mais je disais, dans ma tête, j'ai un opéra de fou. Ouais, d'accord, mais t'es bien gentil, Chris, mais tu vas faire comment pour que les gens l'écoutent, quoi, tu vois ? Il va falloir que, tu vois. Et là, c'est la même chose. Tu vois, c'est vraiment, c'est n'importe quoi. Et Lordon en est là. Donc c'est pour ça, il n'y a pas de débat. Mélenchon tient face à Frédéric Lordon, il est capable de définir un état des forces productives beaucoup plus concrètement, même sa vision des réseaux est plus concrète que le capitalisme totalitaire de Lordon. Il est capable de définir un sujet collectif historique, qui a du sens dans l'histoire, quand il convoque la Révolution française, etc. Tu vois, même la Commune d'ailleurs, tu vois, on peut parler du côté populiste et populaire, peupliste plutôt. La Commune, ce serait intéressant de parler de manière peupliste. Voilà, alors que l'autre, il arrive et il dit il faut un grand homme qui mobilise ce sentiment d'affect. Enfin, vraiment catastrophique, quoi. Voilà. Et quand Mélenchon, il dit nous, justement, on a essayé ça en 81, on s'est gouré, on a vu l'expérience de la charte d'Amiens, on a vu l'expérience de Allende et tout. Donc, on essaye de pas être pris au dépourvu. Donc, on avance comme ci, comme ça, on fait le programme et tout. À l'autre, il dit oui, c'est vrai, nous, on sait pas faire. Donc effectivement, à la fin, ça donne un gars qui est intervieweur de Mélenchon. Voilà, parce qu'en fait, il n'a pas le niveau d'aller le chercher sur les contradictions même de Mélenchon. À la fin, on n'a vu que les contradictions de Lordon. Et tout à l'heure, tu as été un peu dur avec Mélenchon, mais je peux être d'accord, parce qu'il nous a nous-mêmes traité de marxistes rabougris. Voilà. Mais je crois vraiment que dès le départ, Mélenchon comprend qu'il n'est pas face à un gars de sa trempe, qu'il est face à un sparring partner, et qu'effectivement, le combat n'est pas là parce que tu tapes pas sur un type qui n'a pas ton niveau. Voilà, moi, ce que j'ai vu, Lordon tire Mélenchon vers le bas. C'est, à mon avis, le bilan de ce débat, quoi. C'est marrant quand tu parles du fait, il faut un grand homme qui vient parler, parce que quand il y a des grands hommes qui viennent parler aux masses, comme Fidel Castro, je sais pas, comme Chavez, tu vois, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant de soutien que ça de la part de personnes comme Lordon, tu vois. Mais c'est ça, mais c'est parce qu'à un moment donné. Alors il n'est pas très léniniste, il n'est pas très fan de l'Union soviétique, il est pas. Je pense qu'il dirait oui, la personnification, machin, et tout ça. Il trouverait la théorie inverse une fois que c'est fait, tu vois. Et c'est intéressant parce que justement, il dit qu'à un moment qu'il est lui communiste révolutionnaire. On sait toujours pas ce que ça veut dire, tu vois, mais parce qu'en fait, il veut faire des clins d'œil à ses copains de Révolution permanente, avec qui il passe beaucoup de temps. Pourquoi pas ? Mais à la fin, on voit bien. Pourquoi il est autant aimé par Révolution permanente, il y passe autant de temps ? Parce qu'en fait, il se retrouve dans un truc, dire des choses inconséquentes. C'est dire des choses, le prolétariat, la dignité, on se mobilise, on vous traite comme de la merde, etc. Tu vois, dire des trucs qui ne prêtent pas à conséquence. Oui, moi je veux dire, si c'est toi le grand homme, Frédéric Lordon, qui vient de me dire, moi,
à la sortie de mon usine et de mon industrie, on vous traite comme de la merde, oui, je vais pas te dire c'est faux, tu vois. Voilà. Mais n'importe quel délégué, même pas CGT, même FO, tu vois, te dit ça. C'est les gens qui ont des avis tellement évidents que personne ne peut les contredire. Et ben ça, c'est Lordon. Le truc de Lordon, c'est qu'il a réussi à fabriquer quelque chose, c'est que il dit des évidences, mais avec tellement d'efforts de construction compliqués avant, qu'en fait, on se dit, mais ça doit pas être si évident que ça s'il a mis. Tu vois ce que je veux dire, s'il a mis tout ça en bordel comme ça avant, tu vois. Mais c'est comme en fait un gars qui passe par 20 pages de théorème pour faire 3 plus 4, tu vois. Malheureusement, en mathématiques, tu peux pas te permettre de faire ça parce qu'on apprend à simplifier. Voilà. Au CNRS, chez Lordon, il y a personne qui lui dit que bah non, pour factoriser, il faut simplifier. Voilà. Donc, il peut se permettre de faire ça. C'est dommage, quoi. Bon, on va rester là-dessus. Ça n'aurait pas réconcilié Chris avec Non, Lordon, mais je en trouve tout ça. cas. Bon, sur ce, n'hésitez pas à faire un don sur le Tipeee parce que c'est notre modèle Un Lordon. de fonctionnement, un Lordon. Ouais. On en dit un peu des dons. Non, ça nous permet de faire grandir l'association, de payer notamment pas mal de compétences techniques, du montage, du graphisme, du cadrage et même des compétences parfois un peu organisationnelles, administratives, un peu répétitives. Je fais un petit parenthèse là-dessus parce que je me rappelle dans les débats qu'il y a des gens qui nous disent la presse militante a toujours été payante, etc. C'est faux. La seule presse qui est payante, qu'elle soit de gauche ou de droite, c'est pas le problème, est la presse marchande. La presse militante, elle est distribuée aux adhérents, aux militants, gratuitement, voire même à d'autres. Moi, je reçois option de la Voilà. CGT. J'ai rien demandé, j'ai rien payé. Voilà. Et elle est payée par l'intégralité des activités du sujet collectif et de la communauté. Elle n'est pas payée, vous ne payez pas typiquement le journal, on ne vous demande pas de rajouter en plus de votre cotisation, en plus de vos activités, 1 euro pour ce truc-là. Donc vraiment, faire croire qu'il faut toujours payer pour avoir du militantisme, non, il faut s'organiser pour ça. Effectivement, il faut des subsides, il faut des cotisations, il faut des dons, il faut des activités lucratives parfois, etc. Mais faire croire qu'on éduque les masses avec de l'argent, non. Le mouvement ouvrier a prouvé qu'il éduquait les masses justement sans passer par la marchandise et par le circuit de la marchandise de la presse privée. Donc vraiment, ça, mettez-le vous dans le crâne. Et c'est ce que nous, on essaye de faire aussi. Surtout qu'à la fin, si c'est payant, c'est-à-dire que ton but, c'était pas de produire un entretien pour qu'il soit vu, mais de produire un entretien pour faire de l'argent. Et là, tu rentres Exactement. dans un truc marchand, tu pourrais vendre des chaussettes, ce serait la même chose, tu vois. Bref, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à faire un don, comme on vous a dit, à nous dire qu'on avait un peu le seum. C'est vrai qu'on a peut-être eu le seum de pas être invité. Peut-être que c'est ça, en fait. Ouais, c'est peut-être ça. On est déçus du combat. Moi, je te dis, je suis déçu du combat. Ouais, là, je sors d'un match de foot où j'étais hypé depuis 5 ans, et en fait, c'est pas top, quoi. C'est ça. Yes, et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.